l'horaire prévu. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour une nouvelle séance du séminaire Parcours d'objets. Une séance un peu particulière ce soir parce qu'on a dû la reconfigurer en raison de la défection d'une de nos intervenantes. Donc Isabelle Dion ne pourra malheureusement pas être avec nous ce soir et donc nous ne pourrons pas évoquer les archives d'outre-mer. Mais nous avons bien avec nous Benoît Beuchet qui pourra parler de la manière dont il travaille à partir de ses sources. Isabelle Richefort n'est pas encore arrivée pour les archives diplomatiques puisqu'elle est coincée par un problème de RER, mais elle nous rejoint aussi bientôt. Et donc cette séance un peu chaotique, mais qui va se fluidifier, sera modérée par Lise Mess, qui est conseillère sur l'historique des collections au musée du Quai Branly. Donc je la remercie beaucoup d'assurer cette séance. Lise Mess fait partie du comité scientifique qui organise ce séminaire Parcours d'objets et elle assurera également la modération de la séance suivante en décembre. C'est très bientôt. Et donc sans tarder, je leur passe la parole à tous les deux. Merci. Merci Juliette. Donc, je suis ravie de prendre le relais aujourd'hui pour vous présenter notre deuxième séance du séminaire de recherche Parcours d'objets sur l'étude des provenances et la circulation des collections d'art dits extra-occidentales, avec un focus particulier ce soir sur les archives. Cette séance fait suite à la première séance du séminaire du 23 septembre dernier, qui examinait le contexte colonial d'acquisition des objets africains pendant le moment de l'occupation coloniale, dans le Sahara-Sahel avec la chercheuse Camille Lefebvre et qui explorait également la place des objets d'or, de bronze et d'ivoire dans la mise en place d'un marché des arts d'Afrique au tournant du XXe siècle avec Yael Biro, séance que vous pouvez revisionner sur Internet. Je vous le conseille. Dans la perspective d'offrir aux chercheurs, au public et aux professionnels des musées des outils pour mener à bien les recherches de provenance, nous avons imaginé cette séance autour de la question de l'étude et du dépouillement des fonds d'archives essentiel pour retracer l'itinéraire des objets et des œuvres d'art et reconstituer le contexte historique et les conditions de leur acquisition. Quels fonds d'archives, séries et sous-séries peuvent contenir des documents essentiels pour préciser le contexte d'acquisition des collections aujourd'hui conservées dans les musées nationaux? Quelle typologie de documents peuvent-ils conserver? Où chercher les éléments de réponse sur les administrateurs coloniaux qui ont été les donateurs des pièces aux institutions, notamment à la fin du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle? Comment reconstituer leur carrière, le contexte d'occupation coloniale, les rapports aux supérieurs hiérarchiques dans les archives publiques, les correspondances, les carnets de marche dans les archives privées sont autant de sources merveilleuses qui permettent de retrouver la piste de ces objets que nos musées conservent. Donc la connaissance de ces fonds d'archives est essentielle dans la recherche des provenances sur les collections. C'est pourquoi il nous est apparu intéressant de réunir ce soir les deux directrices de fonds d'archives cruciaux, celle des Archives nationales d'outre-mer, qui rassemble les fonds des anciennes colonies françaises d'outre-mer et dépendent du ministère de la Culture, et les archives diplomatiques, qui sont gérées de manière autonome depuis l'Ancien Régime, qui regroupe les fonds de l'administration centrale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et les fonds des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger et leurs correspondances, les consulats et les fonds des protectorats de la France en Tunisie et au Maroc, ainsi que celles de mandats de la France en Syrie et au Liban. Donc c'était ce dialogue entre les archives nationales d'outre-mer et les archives diplomatiques au service de l'histoire des collections qui nous avait paru intéressant. Donc malheureusement, Isabelle Dion vous prie de bien vouloir l'excuser car elle est souffrante et ne pourra pas assurer sa présentation. Mais nous sommes très très heureux d'accueillir aujourd'hui Isabelle Richefort qui nous rejoindra dans peu de temps et Benoît Beuchet qui est maître de conférences en histoire contemporaine de l'Afrique à l'Université de Paris. Il est chercheur associé à l'Institut des mondes africains, spécialiste des sociétés de l'intérieur de la boucle du Niger et plus particulièrement des Mossi de l'actuel Burkina. Depuis 20 ans, il réalise l'essentiel de ses recherches sur le terrain afin de comprendre les mutations des structures sociales et politiques d'une société pour l'État. En 2017, il publie l'ouvrage « Manger le pouvoir au Burkina Faso, la noblesse Mossi à l'épreuve de l'histoire ». Cet ouvrage, tiré de sa thèse doctorale, porte sur la longue durée, fin du XVe siècle à nos jours, et interroge les rapports entre le pouvoir, la guerre, les territoires et les identités.
je vais laisser la parole à Benoît qui va nous expliquer plus avant cela. Et sa présentation sera axée sur la façon dont son travail sur les contacts en situation coloniale s'appuie sur des sources complémentaires, la façon dont on croise ces sources spécifiques, sans oublier la question des silences et des questionnements qui y sont liés. Merci. Très bien, merci à vous, merci Lise Mess. Je suis tout à fait ravi de répondre à votre invitation donc pour vous apporter, je l'espère, quelques éclairages, quelques pistes de réflexion autour du contexte de transfert d'un certain nombre d'œuvres, d'objets qui ont été collectés, pris, volés, qui ont constitué dans certains cas des trophées en contexte de guerre coloniale, en Afrique de l'Ouest en particulier. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais préciser que je ne travaille pas particulièrement sur la question de la circulation de ces objets, mais le travail que j'ai réalisé, qui a été présenté brièvement et que j'aurai l'occasion d'en dire encore quelques mots, aborde nécessairement la question des objets, parce que, comme nous le savons tous, les objets sont des médias du contact, des relations, des interactions entre, en l'occurrence, les Européens et les sociétés africaines qu'ils rencontrent au cours de l'expansion coloniale en particulier, et au-delà, là aussi, j'y reviendrai. Alors, pour resituer très rapidement mes recherches, puisqu'après tout, on trouve en partie ce que l'on vient chercher, même si c'est loin d'être toujours le cas, mes travaux, ça a été rappelé, portent sur l'intérieur de la boucle du Niger, sur donc une le cœur de l'Afrique de l'Ouest, qui deviendra au tout début du XXe siècle l'Afrique occidentale française. Et donc, cette histoire-là, je la replace dans des trajectoires historiques de longue durée, qui sont des trajectoires historiques africaines, bien sûr, mêlées, puisque nous sommes dans des espaces de circulation des hommes, des femmes, des objets aussi, et puis des trajectoires européennes qui ne viennent pas, en fait, oblitérer les trajectoires africaines de cette histoire-là, mais qui, finalement, s'enchevêtrent. Hein. Donc, c'est vraiment cet enchevêtrement des trajectoires historiques qui m'intéresse particulièrement, et les objets tiennent une place évidemment importante dans cette perspective-là. Mes recherches ont plus particulièrement concerné les populations, les sociétés Mossi de l'actuel Burkina Faso, qui ont constitué à partir de la fin du XVe siècle des États. Je crois qu'on peut utiliser le concept sans trop exagérer la comparaison, donc des États structurés, solidement organisés, qui ont vu leurs frontières se rigidifier vraisemblablement autour du XVIe siècle, et qui ont développé un espace politique qu'ils nomment le Moro, c'est-à-dire le monde, littéralement, sous-entendu le monde civilisé, qui renferme une société pour l'État, comme le disait l'anthropologue Michel Izard. Et d'ailleurs, l'essentiel de la production matérielle que l'on retrouve aujourd'hui dans certains musées ou lors de certaines ventes ou dans des galeries d'art au Burkina, ont été produits au sein de ces cours royales, ce qui fait certainement d'ailleurs le lien avec le royaume de Bénin qui vous a été présenté précédemment. C'est-à-dire qu'on a affaire là à la manifestation de cette société pour l'État dont je vous parle et dont les forces de production créatives, artistiques, culturelles, etc. Ont servi une idéologie de l'État et d'un pouvoir royal qui existe toujours aujourd'hui. Puisque actuellement, vous avez toujours des souverains qui règnent au Burkina Faso. Donc, relative stabilité, indépendance complète, souveraineté absolue, c'est un espace politique qui n'a jamais été conquis jusqu'à ce que déferlent les colonnes françaises à la fin du XIXe siècle. Et alors, à partir de là, ça a été extrêmement rapide, puisque en l'espace de quelques mois, ce qu'on appelle les conquêtes coloniales ont été réalisées par deux jeunes officiers, dont le nom restera par la suite tristement célèbre, les lieutenants Voulet et Chanoine, qui vont soumettre un espace d'environ 60 000 km² en quelques semaines avec 257 hommes. Donc leur objectif premier n'est pas finalement de rapporter de ces opérations de quelconques objets ni de quelconques richesses. L'objectif, c'est de forcer l'ouverture d'un royaume ou d'un ensemble de royaumes africains, comme je l'ai dit jusque-là, souverain, dominé par un appareil militaire puissant avec une cavalerie qui l'est tout autant. Et cet espace-là, finalement, va être conquis mais non soumis. Bon, je ne rentre pas tout à fait dans le détail, mais ce qui me paraît important à ce moment-là, c'est de traiter vraiment la question des interactions au moment précis de ce qu'on appelle le contact ou les contacts, qui ne sont pas réductibles à l'opération de guerre qu'est la conquête coloniale, mais qui se poursuivent au-delà
avec ce qu'on appelle les opérations dites de pacification. Je pense que ça a dû vous être rappelé également. Pacification qui est un euphémisme, hein, puisque effectivement il s'agit de rétablir la paix, mais la paix du point de vue européen et français, c'est-à-dire l'écrasement de toute révolte qui hypothéquerait la mise en place d'administrations coloniales, d'instruments coercitifs et d'un appareil bureaucratique colonial. C'est ça en fait véritablement la priorité des officiers qui opèrent dans la région. Les objets, je l'ai rappelé, sont précisément un objet historique particulièrement intéressant car ils sont des médias qui ne parlent pas par eux-mêmes, mais qui, quelque part, condensent un ensemble de significations qui ne sont pas nécessairement partagées entre Africains et Européens. Et c'est ça précisément qui, la plupart du temps, est difficile à documenter par les sources, parce qu'elles abordent que très indirectement ces questions-là pour ce qui me concerne. Il faut, à mon avis également, d'entrée de jeu, préciser que ces objets sont hautement polysémiques. Je pense que ça, c'est quelque chose également sur lequel mes collègues ont dû insister. C'est-à-dire qu'ils condensent un faisceau de sens, de signification, dans lesquels les œuvres ou les objets sont insérés, d'abord au moment de leur production, et puis sens qui évoluent ou dont les projections évoluent au cours de leur déplacement et qui parfois ne sont plus du tout les mêmes à leur arrivée. Je pense en particulier aux travaux très féconds de Laurier-Turgeon sur une autre zone, hein, donc l'Amérique du Nord, à l'époque moderne, qui a étudié par exemple la question de la circulation des chaudrons et des transferts de sens, ces fameux chaudrons en cuivre qui sont réinvestis, naturalisés en quelque sorte par les populations qui, quelque part, les reçoivent. Alors cette question-là, elle est devenue de plus en plus importante dans mon travail. Et la manière dont j'envisage ces objets, c'est la façon dont ils donnent lieu à des guerres de sens, à des véritables batailles de sens entre, disons, les acteurs européens, les acteurs africains et puis tous ceux qui sont des intermédiaires. Et je pense que là aussi, dans la circulation des objets, dans d'abord leur localisation, leur prise, leur circulation, eh bien, il y a toute une série de go-between, pour reprendre un terme anglais, qui donne lieu d'ailleurs à des renouvellements historiographiques importants, notamment dans le champ universitaire anglo-saxon, qui contribuent à médier davantage encore, finalement, ces transferts, ces déplacements d'objets et de sens. Alors, ces batailles de sens produisent souvent des malentendus qui ne sont pas moins opératoires, pour reprendre une expression de Jean-François Bayard. Effectivement, il s'agirait de rappeler, et ça a été fait par Francis Simonis auprès de vous, la question du transfert du sabre d'El Hadj Omar, qui n'est, d'après ce qu'il nous a expliqué, et c'est tout à fait convaincant, pas celui d'El Hadj Omar. Mais j'ai envie de dire, après tout, est-ce que ça importe vraiment aujourd'hui ? Est-ce que ce qui est essentiel, ce n'est pas après tout le mouvement lui-même, le mouvement de retour de l'objet, et ce qui compte dans le contexte où l'on cherche à rompre officiellement avec toute forme de lait colonial, c'est justement probablement ce transfert-là. Bon, ça c'est évidemment un point qu'on pourrait peut-être débattre. Bref, la dimension que revêtent à nouveau ces objets dans le cadre des demandes de restitution sera donc un petit peu au cœur de ma présentation. Et je voudrais désormais donc vous présenter la question des sources. Les sources que j'ai eu à utiliser dans mes recherches, qui ont donné lieu donc à la publication, comme vous l'avez rappelé, d'un ouvrage Manger le pouvoir au Burkina, et qui commence à nourrir une nouvelle recherche que j'ai commencé à entreprendre donc sur la question des contacts et des interactions en contexte de guerre coloniale. Alors la première chose que l'on peut dire, vous me pardonnerez de dire parfois des choses un petit peu évidentes, un peu classiques peut-être même, c'est que ces archives, elles sont ici, là-bas et partout. C'est une expression, je trouve, assez heureuse de Raymond Gervais, qui a beaucoup travaillé sur les répertoires des fonds déposés notamment à Dakar, qui était, j'y reviendrai, le siège du gouvernement général de l'Afrique occidentale française. Et c'est là la première difficulté, c'est la dispersion des sources et cette impression que nous avons très rapidement d'avoir affaire à des traces, à des indices, ce qui me permettra de reprendre ce fameux paradigme indiciaire de Carlo Ginzburg qui répond lui-même au précédent de Vasari. Tout cela est lié, et c'est ce que je voudrais vous montrer d'abord, à l'évolution ou aux évolutions territoriales, politiques et administratives des territoires coloniaux qui rendent la recherche des sources, notamment autour des contextes finalement de captation de ces objets, particulièrement difficiles à retracer. Les pays de l'intérieur de la boucle du Niger dont il s'agit
et les conquêtes qui s'en suivent débutent dans les décennies 1880-1890. Grosso modo, la progression va se faire de l'ouest vers l'est, suivant cela les préconisations d'un général très célèbre, très connu, le général Faidherbe. Puis la progression va se faire également du sud vers le nord, des côtes, notamment du Dahomey, donc qui est l'actuel Bénin, de la Côte d'Ivoire, je fais un petit anachronisme, pour remonter vers le nord avec un point de jonction qui est précisément, en gros, l'ensemble des pays qui forment le Burkina Faso, une partie du Mali, une partie de la Côte d'Ivoire. Et la rapidité de la progression entraîne également une rapidité du refacement en fait, des territoires et des administrations qui vont avec, mais également de la circulation des sources et des archives. La question qui était centrale à l'époque, c'est l'établissement d'un maillage administratif efficace qui permette d'assurer un relativement haut degré de loyauté des populations locales avec des moyens dérisoires. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, le taux d'administration du plateau central de l'actuel Burkina, qui est un pays de 274 000 km² aujourd'hui, c'est peut-être, d'après mes calculs, un administrateur colonial pour 100 000 sujets, comme on les appelait à l'époque. Ça, c'est les chiffres de la fin du XIXe siècle, du tout début du XXe siècle, au moment de la création de ce qu'on appelle la résidence, dans le cadre d'un régime de protectorat. Et ce ratio, finalement, évolue très très peu au cours de la période coloniale. Encore dans les années 1920, ces territoires sont sous-administrés. On compte, par exemple, pendant l'entre-deux-guerres, environ un administrateur européen pour 60 000 sujets. Donc, pour donner une idée du taux d'encadrement. Tout cela a été bien documenté. Vous imaginez que les fonctionnaires coloniaux, d'abord militaires et puis ensuite civils, sont donc très peu nombreux et se voient confier tout un ensemble de tâches qui rendent finalement le travail de publication, d'écriture, etc. extrêmement compliqué. Parce qu'à l'époque, être administrateur colonial, ça veut dire être chef de guerre, il faut soumettre les foyers d'insoumission. Il faut également être juge de paix, recenseur, il faut lever la main-d'œuvre, donc dans le cadre du travail forcé, il faut lever les troupes auxiliaires, il faut compter, donc je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, compter le sujet de l'Empire justement pour mettre en place un système d'imposition, et puis il faut se déplacer sans cesse parce que les Européens dans la région ne sont pas connus ou peu connus et leur pouvoir n'est pas reconnu, et il ne sera toujours pas reconnu pendant la Grande Guerre. Donc les tâches sont absolument extrêmement importantes, et là vous avez plusieurs catégories d'administrateurs coloniaux qui se donnent à voir à la lecture des archives. Certains se font ethnographes. Ils se font ethnographes parfois par curiosité et par goût personnel. Ça a existé. Louis-Gustave Binger, par exemple, à mon avis, est une source importante. Là aussi, je vous donnerai quelques petits détails. Il est considéré comme le père de la Côte d'Ivoire, mais il a réalisé avant cela, à la fin des années 1880, un voyage, un séjour très long à l'intérieur de la boucle du Niger, et il en a finalement ramené un ensemble de carnets dans lesquels sont consignés tout un tas d'observations sociales, sur la culture matérielle des populations rencontrées, sur les ressources naturelles aussi, etc. Et qui va être publié en 1892 chez Hachette en deux volumes de pratiquement 1200 pages. Donc on a des officiers qui ont pris cette tâche-là à cœur et qui en ont rendu compte à travers des publications. Et puis vous avez également des officiers qui sont ethnographes par obligation. Les lieutenants Voulet et Chanoine dont j'ai parlé, parce qu'il y a des droits à affirmer vis-à-vis des puissances rivales. À l'époque, c'était principalement la Grande-Bretagne. Mais là aussi, ça a donné lieu à des sources qui ne sont pas inutiles finalement à consulter. Et puis vous avez des administrateurs débordés qui n'ont pas d'appétence pour tout cela, et en plus on voit très clairement que, passé la période dite de pacification, à tort, parce qu'encore une fois ces sociétés-là vont continuer à se soulever, eh bien on a l'impression que ce qui compte essentiellement c'est les questions économiques. Les questions économiques et puis l'état d'esprit des populations. Donc là, on est dans la mise en place vraiment de structures administratives qui sont censées être pérennes et qui doivent fonctionner selon une logique bureaucratique. Donc la question des objets d'art, de leur contexte de production, de l'organisation des sociétés n'est plus vraiment d'actualité. Donc les sources qui me paraissent centrales, c'est celles qui précèdent justement ces années 1920. Alors, il faut également rappeler que la circulation des archives est extrêmement compliquée. Bon, elles ont leur propre temporalité. Vous avez des archives qui sont des archives périodiques, qui sont réalisées périodiquement, notamment par les officiers jusqu'en 1918-1919, qui font des rapports, qu'on appelle à l'époque des rapports politiques et administratifs, entrées très sèches, très arides, mais quand vous les lisez, vous tombez des fois sur des choses absolument extrêmement intéressantes pour tous ceux qui s'intéressent à l'organisation sociale des sociétés dont je parle.
Donc, des rapports administratifs périodiques, mensuels, annuels, etc., qui suivent eux-mêmes un cheminement géographique particulier, puisque tout est censé, alors c'est très français, tout est censé être centralisé. Donc, vous avez un chef-lieu dans chaque territoire colonial. Et puis, les archives donc, sont réalisées parfois à l'échelle des postes, donc ils sont souvent des petits postes, envoyés, transférés dans les chefs-lieux. Des chefs-lieux, eh bien, ces archives poursuivent leur chemin vers le gouvernement général de l'Afrique occidentale française, AOF, qui est créé en 1895 et réorganisé en 1904. Et puis ensuite, vous avez à nouveau un transfert d'une partie de ces archives vers la métropole et en particulier vers le ministère des colonies. Et vous avez le mouvement retour. Bon, nous, je pense que ce qui nous intéresse, c'est le mouvement aller pour ces sources-là, avec, vous l'imaginez bien à chaque fois, des déperditions. Tout n'est pas systématiquement transféré parce qu'à chaque fois, vous avez des filtres et ce sont les autorités administratives, militaires, civiles qui décident de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, de ce qui mérite d'être archivé ou pas archivé, etc. Donc c'est extrêmement compliqué et ça explique qu'on en soit réduit en grande partie à en réaliser une histoire indiciaire. L'autre point également qui me paraît fondamental, là aussi j'aurai l'occasion de le développer certainement, c'est la question des documents qui ne sont pas des documents officiels. Et moi je pense que c'est là qu'il y a vraiment un véritable trésor pour retrouver, pour contextualiser, mieux contextualiser la circulation des objets dont nous parlons. Je dis que ce sont des documents qui ne sont pas officiels parce qu'effectivement, bon, un officier colonial à l'époque, ça vous paraîtra peut-être un petit peu contradictoire avec ce que j'ai dit, il a beaucoup de choses à réaliser, mais il ne passe pas sa vie à travailler ou à partir en opération ou à partir en tournée, comme on dit à l'époque. Il s'ennuie aussi par phase. Il s'ennuie parfois beaucoup, il n'a pas sa famille, ce sont des hommes qui partent aux colonies à cette époque-là, ils n'ont pas de femmes, en tout cas les femmes européennes ne les ont pas rejoints, ils n'ont donc pas de vie de famille au sens où on l'entend, ils ont très peu de collègues, ils sont une minorité, ultra-minorité d'Européens noyés en fait dans un ensemble de sociétés africaines avec lesquelles les contacts sont finalement pas toujours si fréquents que ça, on appelle ça les frottements à l'époque, un terme qui est assez intéressant d'ailleurs. Et donc, ils ont du temps aussi pour écrire. C'est ce qu'ils font souvent. Et donc, ils écrivent à leur famille restée en France ou à leurs proches. Et là, vous avez des documents qui prennent la forme de lettres personnelles, privées, qui sont envoyées et qui peuvent contenir des informations importantes qui font un petit peu, non pas le contrepoint, mais qui apportent parfois des éclairages assez inédits sur la présence française dans cette partie de l'Afrique. D'autant plus qu'on n'a pas le filtre de la censure. Il n'y a pas de bureau de la censure qui caviarde les lettres. Donc, elles ne sont pas destinées non plus à briller devant les supérieurs. Donc, ce sont souvent des propos qui sont tenus, qui sont des propos assez francs, assez directs. Alors, en ce qui concerne précisément les sources dont j'ai parlé, avec leur circulation, bien là, il y a un ensemble de centres d'archives que l'on connaît, que vous connaissez certainement, qui sont tout à fait précieux. Je pense aux Archives nationales de France, bien sûr, au Caran, à Pierrefitte-sur-Seine, avec la série G, et notamment les séries 1G et 15G pour les missions au Soudan. Alors je rappelle que le Soudan, c'est le Soudan occidental, c'est-à-dire en fait une partie du Mali, du Burkina et de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et là, vous retrouvez des fonds extrêmement importants qui ont été microfilmés après les indépendances en 1960. Donc que moi j'ai consulté sous cette forme-là tout à fait charmante du microfilm, mais qui ont été filmés de façon partielle. Donc ce sont des fonds qui généralement sont issus du gouvernement général de l'Afrique occidentale française, et on a tout intérêt à aller directement aux sources, aux ANS à Dakar, pour bien vérifier que tous les documents ont été microfilmés. En fait, on sait que non, et on peut trouver des documents inédits à Dakar. On trouvera également des clichés, des photographies qui apparaissent très mal sur les microfilms et qui peuvent être consultées dans leur version originale à Dakar. Vous avez le fonds également, enfin AP, donc les archives personnelles et familiales dont je vous parlais, qui sont tout à fait importantes. Je pense notamment à la série 66 AP, le fonds du colonel Monteil, par exemple, qui a réalisé une partie des opérations militaires dans la région dont je vous parle, ou le fonds 149 AP, qui est le fonds du général Mangin, qui est vraiment la figure typique de l'officier de la colo, c'est-à-dire de la coloniale, qui sera par la suite le turiféraire de la Force Noire,
mais qui a livré donc des observations assez riches sur les sociétés rencontrées, notamment dans une perspective de recrutement. Ça, ce sont donc pour les fonds déposés au gouvernement général de l'Afrique occidentale française et puis ensuite en partie au Caran. Mais vous avez d'autres centres d'archives, notamment le service historique de la défense à Vincennes, qui est extrêmement important dans la même optique. Je pense en particulier à la série 5H, qui comprend des rapports militaires, des correspondances adressées par voie hiérarchique, qui font le détail des campagnes, des opérations, qui relatent l'action des colonnes, ce qu'on appelle les colonnes à l'époque, qui peuvent comprendre entre 200 et 800 hommes en moyenne, avec une majorité d'Africains, et qui également conservent des fonds privés tout à fait importants. Les ANOM à Aix-en-Provence, je pense que je ne vais pas en dire beaucoup parce que vous avez déjà des spécialistes qui vous en ont parlé. Bon, personnellement, dans le cadre de mes archives, ce n'est pas aux ANOM que j'ai trouvé le plus de sources pour la région qui m'intéresse et pour la période dont je vous parlais, c'est-à-dire fin 19e jusqu'à 1914 en gros. Ça, c'est un point qui mérite d'être, je pense, rappelé, mais peut-être que d'autres chercheurs sur d'autres régions ont eu plus de succès que moi. Le CHETOM également, le Centre d'histoire et d'études des troupes d'outre-mer à Fréjus, accolé au 21e régiment d'infanterie de marine, est lui tout à fait précieux. Une partie des fonds n'a pas été inventoriée, donc il y a encore des choses à découvrir dans les cartons d'archives qui y reposent. Et comme son nom l'indique, vous avez l'histoire et la mémoire assez longue des troupes coloniales, qui sont donc une unité extrêmement ancienne, qui remonte au XVIIe siècle, donc il y a une habitude du contact, une habitude également des opérations outre-mer, et en particulier en Afrique. C'est ce qu'on appelait les troupes de marine, et puis troupes coloniales entre 1900 et 1958. Vous avez en particulier, à Fréjus, les séries 15H et surtout 16H, qui reprennent notamment ce qu'on appelle les journaux de marche et opérations, les fameux GMO, qui sont certainement à compléter avec la revue des troupes coloniales. À compléter également avec la série 17H, donc qui sont les fonds privés, ceux du général Archinard, du général Jeannot, sur la campagne du Dahomey et du Tchad. Archinard, ça concerne essentiellement la zone soudanaise. Et puis vous avez des fonds photographiques également, liés notamment à la mission Gentil-Robillot en Côte d'Ivoire, dans l'Oubangui-Chari, à la toute fin du XIXe siècle. Évidemment, sur place en Afrique, il y a énormément de choses à rechercher et à trouver, parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, des correspondances ne sont pas arrivées à destination, ou elles ont été perdues, ou alors elles n'ont pas été répertoriées, n'ont pas été transférées, etc. C'est évidemment essentiel après la Première Guerre mondiale, mais aussi avant. Parmi ces sources, eh bien, parfois on est très surpris, on les trouve parfois dans des endroits assez improbables. J'ai travaillé, je l'ai dit, essentiellement sur l'histoire, on va dire aujourd'hui, du Burkina Faso, mais l'essentiel des sources les plus anciennes que j'ai trouvées sur ce pays, eh bien, je les ai dépouillées en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, à Abidjan, aux ANCI, aux Archives nationales de Côte d'Ivoire, pour une raison très simple. C'est qu'entre 1932 et 1947, ce territoire qui était la Haute-Volta, qui deviendra par la suite le Burkina Faso en 1984, eh bien ce territoire a été tout simplement supprimé et rattaché aux colonies voisines. Donc le Niger, le Soudan français qui est devenu le Mali et essentiellement la Côte d'Ivoire. Les 2/3 ont été rattachés à la Côte d'Ivoire. Et lors de ce transfert, eh bien, il y a eu des difficultés extrêmement importantes qui se sont posées du point de vue de l'administration. Et le gouverneur de Côte d'Ivoire, qui avait donc reçu les 2/3 du territoire voltaïque, ne connaissait pas du tout les populations qui lui avaient été rattachées. Et donc, il a demandé aux fonctionnaires qui étaient en poste, notamment à Ouagadougou, qui était l'ancien chef-lieu de la Haute-Volta, j'espère que vous me suivez, lui avait demandé de lui transférer toutes les archives relatives à la conquête et aux observations qui avaient été faites sur ces populations-là, aux monographies qui avaient été réalisées par les officiers dans la région, dont un certain nombre n'avaient jamais été publiés. C'est ce qui a été fait partiellement, sauf qu'en 1947, quand la Haute-Volta va être reconstituée, eh bien, le transfert d'archives n'aura pas lieu, ou en tout cas très peu, et les archives les plus anciennes sur place au Burkina Faso ont été probablement perdues, voire détruites. Il est possible qu'elles aient été détruites à une période assez récente, notamment pendant la révolution du capitaine Thomas Sankara entre 1983 et 1987.
On dit que les archives ont permis aux militaires de dormir sur le sol, sans trop se salir, ou de caler des bureaux. Tout cela est classique, et je pense que Camille Lefebvre a dû vous parler aussi de la question de l'état des archives que l'on découvre. Parfois, c'est des véritables fragments, parfois qui restent, et des fragments d'archives qui sont des archives souvent uniques. Et on est confronté parfois même à leur disparition totale, comme je le dis. Heureusement, en Côte d'Ivoire, si je puis dire, vous avez par exemple une copie du registre des correspondances. Donc c'est très aride comme nomenclature, etc. Mais ça veut dire que tout simplement les courriers ont été retranscrits à la main. Et donc vous pouvez retrouver à Abidjan, j'espère qu'ils y sont toujours, parce que je les ai consultés en 2008, ils étaient déposés à la primature. Vous avez des archives pour moi essentielles qui peuvent être intéressantes dans la perspective qui est notamment la vôtre. Je pense en particulier aux archives de la Côte, répondant à la Côte BB, copie des correspondances aller-retour, qui concernent la toute fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Bien sûr, je pourrais parler également des archives nationales maliennes, les ANM, et des archives qui ont beaucoup plus localisées, comme à Caille notamment, donc dans l'actuel Mali, dont une partie, hélas, a été brûlée, en dépit des efforts qui ont été réalisés par certains de mes collègues pour finalement les pérenniser. Je pense en particulier à Marie Rodet. Pour ce tour d'horizon des archives, un dernier point, c'est pas suffisant, parce que, vous le savez, il faut croiser ces sources. Ces sources, elles sont produites par des individus très différents, il est vrai, qui ont des caractères, on le sent, très différents, et même dans les archives qui paraissent très sèches, des archives administratives, etc., on voit qu'il y a quand même des caractères qui transparaissent. Et on peut les croiser de cette façon-là. Il y a aussi des inimitiés qui existent entre administrateurs coloniaux qui nous permettent de croiser les sources qui ont été produites par les uns et les autres. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Et je pense qu'il est, en tout cas pour ma part, ça a été extrêmement précieux, qu'il est utile de les diversifier, et notamment d'aller voir du côté des archives des Pères Blancs, des missionnaires d'Afrique, dont une partie a été déposée au Vatican. C'est les archives des Pères Blancs à Rome, à PBR, mais dont une partie a été également conservée sur place et n'a pas été transférée au Vatican. On retombe d'ailleurs sur un système centralisé, le Vatican étant probablement l'État européen le plus centralisé, le plus anciennement centralisé. Et vous avez par exemple les archives de l'archevêché de Ouagadougou, qui sont conservées sous forme de cahiers, et on y trouve en particulier des dières, c'est-à-dire des écrits réalisés au jour le jour par les Pères Blancs, qui, eux, avaient un avantage généralement sur les officiers, c'est qu'eux vivaient auprès des populations quotidiennement. Ils partageaient leurs repas, ils vivaient à peu près de la même façon qu'eux. C'était les nécessités aussi d'évangélisation, donc il fallait pénétrer dans la culture finalement des populations locales pour les comprendre et pour mieux finalement justement mener cette activité de prosélytisme religieux. Et ces dières donc sont tout à fait précieux parce que écrits au jour le jour, eh bien ils accordent aussi une place à ce qui pouvait paraître anodin aux autorités administratives, bureaucratiques, coloniales. Et puis, autre point intéressant, même s'il faut complètement relativiser ce point, c'est qu'il y a de véritables inimitiés aussi qui existent entre les Pères Blancs et les administrateurs coloniaux civils comme militaires, en particulier la bête noire des Pères Blancs, c'est les francs-maçons. C'est aussi les partisans du gouvernement de Combes. Bon, ça c'est tout à fait évident, même si ça n'a pas un impact immédiat dans les colonies, comme l'a montré Joseph Roger de Benoît. Mais ces inimitiés-là permettent aussi de croiser des sources avec des points de vue parfois très contradictoires. Et évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Sauf que parfois, à croiser ces sources-là, on finit par ne plus avoir finalement d'indices suffisamment sérieux pour savoir ce qui s'est véritablement produit. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Des fois, on en est réduit, et en fait, on en est tout le temps réduit à faire des hypothèses. Des hypothèses qui suivent un continuum entre le hautement probable, ce qui est vraiment merveilleux quand on y parvient, au très improbable, et dans certains cas, j'étais obligé d'abandonner ces hypothèses, ou voire même de ne même pas poser les questions, parce que j'en retrouvais des traces trop ténues dans les archives. Alors je les garde de côté, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'en découvrir de nouvelles. Alors précisément, j'en viens pour mon dernier point, parce que je pense que j'ai dû pratiquement épuiser mon temps.
Bon, alors je vais aller vraiment très loin. Bon, simplement, mais je pourrais répondre à vos questions hein, là-dessus. C'est une histoire, ce sont des méthodes de croisement qu'il faut utiliser qui recourent au paradigme indiciaire. Il faut rechercher la trace, l'indice, et tant pis si on ne peut pas mettre les sources en série comme on le voudrait, surtout sur la durée. Elles nous disent quand même quelque chose, elles nous donnent une image souvent assez polycentrée de ce qui s'est produit. Et évidemment, on ne fera pas l'économie non plus des enquêtes orales qui paraissent dans le contexte actuel difficiles à réaliser à cause de la question notamment sécuritaire, hein, aujourd'hui dans ce qu'on appelle la bande sahélo-saharienne, du fait aussi qu'il y a des ruptures de transmission de la mémoire de ces conquêtes coloniales, ça me paraît absolument évident. On a des formes de déformation aussi de la mémoire. Ça, c'est tout à fait typique aussi des sources écrites, hein, mais avec une différence, c'est que, évidemment, la source orale, eh bien, vous la fabriquez avec votre interlocuteur. Hein, c'est la différence des sources écrites. C'est-à-dire que vous êtes dans un jeu d'interaction, précisément. Hein, donc là, on est dans un jeu c'est une mise en abîme, en quelque sorte, où on travaille sur l'interaction, mais on est nous-mêmes en interaction avec nos interlocuteurs. Et en fonction de ce que l'on dit, de la personnalité qu'on dégage, de la personnalité à laquelle on a affaire, eh bien, ces sources-là, elles ne disent pas toujours la même chose, et y compris auprès des mêmes interlocuteurs à des périodes différentes. Hein. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la stabilité des versions. Hein. D'où l'intérêt de procéder en fait à ces sources orales régulièrement au même endroit, ce qui permet d'ailleurs de se faire connaître et de lever des doutes quant aux objectifs de la recherche, et puis de voir ce qui finalement est resté de façon assez stable dans les témoignages. Et évidemment, il faut les croiser absolument au maximum. Pour terminer, je dirais que parmi les perspectives de recherche qui sont du coup aussi les miennes actuellement, évidemment, les fonds privés sont absolument essentiels. Je pense en particulier au colonel Archinard. Là, je vous recommande, mais vous la connaissez peut-être, la biographie qui a été réalisée par Martine Cutier sur cet officier des troupes coloniales. Archinard est intéressant parce que Archinard est un officier de la coloniale typique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui répond d'ailleurs un petit peu au précepte du maître Faidherbe. Il se marie à la mode du pays. Il a des femmes, plusieurs femmes d'ailleurs sur place, donc il a une vie africaine et une vie européenne. Il a également des amis, des proches, des confidents comme Madeba Si qui va le faire Fama de Sansanding et qui est une de ses figures, un de ses go-between dont je parlais tout à l'heure. Et il entretient un courrier très important avec Madeba Si où notamment il est question de transfert d'objets. Hein. C'est-à-dire que Madeba Si non seulement est chargé de s'occuper des femmes d'Archinard lorsqu'Archinard n'est plus sur place, c'est-à-dire lorsqu'il est en Europe, mais c'est également lui qui reçoit les commandes en quelque sorte d'Archinard pour finalement nourrir sa propre collection. On sait par exemple que ces deux personnages, donc Archinard et Madeba Si, sont des pourvoyeurs d'objets importants qui ont été déposés dans les collections du musée de l'armée, donc aux Invalides à Paris. Je pense en particulier au drapeau d'Amadou, souverain de tout couleur, et puis à peu près 70 objets qui ont été déposés initialement au musée du Havre, qui est sa ville de naissance, et qui sont perçus comme des reliques, notamment par les militaires, peut-être que là aussi je pourrais en dire un mot sur la question de la relique, et qui sont conservés dans les archives municipales de la ville. Et puis enfin, les fonds photographiques, je crois que j'en ai déjà dit quelques mots, mais qui sont tout à fait essentiels, je crois qu'ils sont encore largement sous-exploités, ils peuvent permettre de faire cette histoire indiciaire à travers l'image très fragmentaire, fragmentée, d'officiers, mais aussi de simples soldats qui, pour certains, ont emporté un appareil photographique avec eux, et ça, c'est déposé parfois dans des fonds tout à fait privés. J'ai pu, par exemple, entrer en contact avec l'arrière-petite-fille du lieutenant Abba, qui, à la toute fin du 19e siècle, était un jeune sous-lieutenant en poste à Ouagadougou, archives qui ont été déposées nulle part, hein, qui sont vraiment tout à fait importantes et qui sont accompagnées de sa correspondance. Voilà, j'en termine, mais je répondrai bien entendu avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup Benoît. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Madame Richefort, donc, qui va venir nous rejoindre. Est-ce que vous avez un PowerPoint? Oui, alors peut-être... Oui, vous avez qu'à venir à côté de nous. Merci. Comme ça, j'échange de mots. Bienvenue. Merci. Installez-vous. Donc, Madame Isabelle Richefort est conservatrice générale du patrimoine, directrice adjointe des archives du ministère des Affaires étrangères.
Elle vient pour nous parler des ressources des archives diplomatiques dans la recherche de provenance des collections d'art extra-occidentales. Isabelle est archiviste paléographe, docteur en histoire de l'art et conservatrice générale du patrimoine. Elle occupe les fonctions de directrice adjointe des archives du ministère des Affaires étrangères depuis 2012. Après une longue carrière donc, dans les archives, elle a occupé différentes fonctions de responsabilité aux archives du ministère des Affaires étrangères depuis 1991 et a publié plusieurs ouvrages dans les domaines de l'histoire de l'art, de l'histoire des relations internationales et en archivistique. Merci de votre présentation. J'ai un petit problème technique pour faire disparaître. Alors, diaporama, lancer le diaporama. Ah bah alors, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vais vous tenir des propos qui seront peut-être un peu frustrants, puisqu'il s'agit de vous présenter les fonds des affaires étrangères qui ne comportent pas de fonds complets qui portent sur votre sujet de recherche, à savoir le parcours des objets. Mais là encore, quelques-uns de ces fonds peuvent peut-être apporter des indices et intervenir dans le croisement de sources dont il a été question. Alors, 2 mots sur les archives du ministère des Affaires étrangères. Alors, ces archives ont été créées à la fin du XVIIe siècle et ont toujours conservé leur autonomie. Vous me permettez? Oui, bien sûr, oui, vous êtes autorisé à... et ont toujours conservé leur autonomie, même si, sous la Révolution française et au moment de la création des archives nationales, le rattachement des archives diplomatiques aux archives nationales s'est posé. Mais les diplomates ont réussi à faire valoir leur point de vue, disant qu'ils avaient absolument besoin de leur documentation, des documents produits, en particulier des archives des négociations, des traités, que ceux-ci avaient une utilité administrative et une valeur juridique très longue, et que donc ils avaient besoin d'avoir ces documents sous la main. Donc les archives diplomatiques sont toujours autonomes, même s'il y a eu des transferts d'archives pour des raisons de saturation de locaux aux archives nationales. Alors ces archives sont sur 2 sites. Le site principal est à La Courneuve. Ce sont en réalité les archives qui étaient autrefois au Quai d'Orsay, qui ont déménagé en 2010 pour des questions, là encore, de saturation de locaux. Il y avait eu, cette saturation des locaux avait été ressentie dès le début du XXe siècle. Et notre installation à La Courneuve est l'aboutissement de 55 ou 60 projets à peu près. Voilà, donc à La Courneuve se trouvent les archives produites et reçues par les services centraux du ministère, donc qui découlent des activités et des missions de ce ministère. À l'origine, c'était essentiellement, évidemment, des missions politiques. Puis il y a eu aussi des missions économiques qui sont devenues de plus en plus importantes au fur et à mesure que les années passaient. Il y a eu les fonctions consulaires qui ont été intégrées au ministère sous la Révolution française, puisque les consulats dépendaient de la marine sous l'Ancien Régime et qu'ils ont été rattachés donc au ministère des Affaires étrangères en 1793. Alors les missions du ministère, évidemment, se sont énormément diversifiées depuis lors, et en particulier, on a vu apparaître des missions culturelles dans l'entre-deux-guerres qui peuvent peut-être présenter de l'intérêt pour vos recherches, mais ce n'est pas certain. Alors, à Nantes, qui est notre autre centre, sont conservées les archives rapatriées des ambassades et des consulats. C'est-à-dire qu'il y a environ 170 ambassades et consulats à l'heure actuelle à travers le monde. Et régulièrement, évidemment, les locaux, là encore, sont saturés. Il y a des déménagements, il y a des archives qui n'ont plus d'utilité administrative, et donc elles sont rapatriées vers le centre des archives diplomatiques de Nantes. Mais, alors, chose plus intéressante pour vous, on y trouve aussi des archives des protectorats de la France au Maroc, en Tunisie, et du mandat en Syrie et au Liban. Alors, tous les fonds,
Vous pouvez avoir un aperçu des fonds sur le site internet France Diplomatie. Et il y a des pages qui sont consacrées aux archives et vous y trouverez un état des fonds qui sont conservés dans nos 2 centres. Et à partir de cet état, vous pouvez descendre de différents niveaux et accéder jusqu'aux inventaires et avoir un descriptif plus ou moins précis du contenu des cartons. Voilà, alors pour cette présentation, je suis parti du rapport Sarr-Savoie, comme tout le monde j'imagine, et je me suis intéressé à l'aspect mission, puisqu'il est indiqué que l'entrée des objets provenant des anciennes colonies françaises dans les musées sont le résultat de missions d'exploration coloniale et puis aussi de missions ethnographiques, les unes et les autres s'appuyant sur la Société de géographie d'abord, et puis l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris. Alors là encore, je pense qu'il faudrait aller voir dans les archives de ces différents organismes. Là encore, nous n'avons que des traces, des missions qui sont faites, et puis surtout, on peut avoir des informations sur les personnes qui ont effectué ces missions. Alors, on parlait des archives privées. Alors, outre les archives produites par le ministère, ce ministère aussi dispose d'une documentation amassée depuis longtemps, puisque le ministère est soucieux, enfin les diplomates sont soucieux de disposer de documentation sur les pays avec lesquels ils sont en relation ou avec lesquels ils ont l'intention d'entrer en relation. Et de ce fait, nous avons depuis longtemps des copies, des mémoires historiques, mais aussi des journaux de voyage ou des mémoires qui peuvent là encore présenter un intérêt. Donc je ne pense pas que les documents que je vais vous citer soient inédits, puisque un certain nombre de publications ont dû en être faites. Je vais quand même vous les citer. Alors concernant les voyages en Afrique subsaharienne, j'ai noté les voyages d'exploration d'Antoine Dabadie et de Théophile Lefebvre en Abyssinie, les voyages de Charles-François-Xavier Rocher d'Héricourt, qui était commerçant et explorateur, et qui a été brièvement vice-consul de France à Massawa, au nord de l'Éthiopie, si j'ai bien lu. Nous avons également des itinéraires à Madagascar. Alors d'autres documents se rapportent aux voyages d'exploration en Asie. Nous avons notamment les papiers d'Auguste Pavie, qui avait été chargé d'une mission d'exploration géographique à travers toute l'Indochine, qui a été vice-consul à Luang Prabang et qui a été signataire du traité de protectorat de 1893. Alors nous avons des journaux de marche, dont il a été question tout à l'heure. Et puis nous avons aussi des papiers de Charles E. de Bonin, qui était archiviste paléographe, qui avait un esprit aventurier, puisqu'il rêvait d'aller voir le Tibet, ce qu'il a réussi à faire. Et donc ces papiers sont conservés dans nos fonds. Alors, comme il en a été question tout à l'heure, nous avons aussi des ressources photographiques, puisque un certain nombre de diplomates avaient des talents de photographe et se sont intéressés évidemment au pays où ils étaient en poste. Et ils nous ont laissé des photographies, mais alors bien souvent, enfin c'est décevant pour vous, parce que bien souvent surtout de paysages, de travaux de construction, de bateaux de guerre, mais aussi ils étaient très intéressés par les types physiques, enfin plutôt les photos ethnographiques. Alors on a quelques photos d'objets quand même. Alors parmi les collections qui méritent d'être signalées, il y a celle de Charles Bonin, celle d'Auguste François, de Victor Collin de Plancy, qui était diplomate en Extrême-Orient, mais surtout en Corée. Nous avons aussi les photos du général Henri Gouraud, qui était haut-commissaire de la République française au Levant de 1919 à 1923. Des photos de Charles Lemire de Villers, gouverneur de la Cochinchine et résident général à Madagascar. Et puis des photos d'Étienne Manac, alors là beaucoup plus récente, qui a été diplomate en Asie, notamment en Chine et au Cambodge.
Alors ces photos, vous pourrez en avoir un aperçu dans notre base de données, base images, toujours sur le même site. Et alors malheureusement, elles ne sont pas toujours de très bonne qualité. Enfin là, j'en ai sélectionné quelques-unes justement du fond Bonin. Alors, il y a vestiges de bâtiments au Laos, grotte des 1000 Bouddhas en Asie, etc. Piètre qualité, mais si nous avons des objets entrés dans nos collections, enfin dans les collections des musées français qui sont en rapport avec ces photos, là encore, ça peut être un indice. Alors, comme je vous le disais, nous avons, les archives diplomatiques conservent aussi les archives des protectorats et d'un mandat Syrie au Liban. Alors, ces archives sont bien connues. Donc, les archives des protectorats de la France en Tunisie, qui couvrent la période 1881-1956, protectorat au Maroc, 1912-1956, et du mandat français en Syrie et au Liban, pour les années 1920-1946. Donc ces photos ces documents et les photos sont bien connus des chercheurs. Elles sont exploitées depuis très longtemps. Il y a un instrument de recherche qui est là encore disponible sur Internet. Et il est intéressant de signaler que nous avons une coopération avec les archives nationales du Maroc, justement pour améliorer l'exploitation de ces fonds, les compléter par des échanges de numérisation, et puis les valoriser. Alors récemment, un de mes collègues a recensé dans les archives consulaires concernant l'Afrique des petits fonds qui en réalité venaient de l'administration coloniale, des administrations coloniales de ces différents pays. Donc là encore, ce relevé est sur le site du ministère. Alors ces petits fonds concernent le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, Madagascar, la Mauritanie, le Niger, l'Oubangui-Chari, le Sénégal, le Soudan français, le Tchad et le Togo. Alors il ne faut pas toutefois fonder de grands espoirs sur ces fonds. Là encore, je pense que ce sont surtout des archives administratives un petit peu arides, comme vous le disiez, mais là encore, par recoupement, on peut peut-être trouver des éléments intéressants. Et puis alors, dans les archives de l'administration centrale conservées à la Courneuve, il y a un fonds correspondance politique et commerciale qui comporte une sous-série Afrique. Alors les inventaires sont très peu précis, mais ça mériterait peut-être aussi d'être exploré de plus près. Je pense que pour ces différents fonds, pour lesquels nous ne possédons pas d'inventaire détaillé ni de base de données, il serait intéressant de faire des tests à partir d'éléments que vous avez recueillis ailleurs pour voir si nous pouvons avoir des compléments d'information. Voilà, donc là je vous montre un extrait de cet état des fonds sur Internet. Donc c'est la partie administration de territoire sous autorité française, colonies et territoires d'outre-mer, protectorat et mandat. Et puis, en cliquant sur chacun des liens, vous accédez aux inventaires. Voilà, alors le dernier volet de cette présentation des fonds, ce sont les archives culturelles. Enfin, la préoccupation ne correspond pas complètement à votre domaine de recherche. Enfin, j'en parle quand même parce que là encore, ça peut présenter un intérêt. Alors, comme cela a été dit, les missions ont eu un rôle important dans les premiers temps des relations de la France avec ces pays, notamment dans le domaine des relations culturelles. Alors, comme cela a été dit aussi, il y avait une rivalité entre puissances. Et donc chacun cherchait à faire prévaloir ses valeurs, son système de valeurs, ses références culturelles, etc. Et cherchait aussi à imposer sa langue. Donc au début, l'action culturelle du ministère des Affaires étrangères s'est appuyée un petit peu sur ses missions et puis sur des initiatives privées. Et alors pendant l'entre-deux-guerres, il y a eu la création d'un véritable service dédié aux relations culturelles
qui était le service des œuvres, donc qui a été créé le 15 janvier 1920 pour assurer l'expansion intellectuelle de la France au dehors. Il a été dirigé, enfin, un de ses premiers directeurs a été Jean Giraudoux. Et alors, un petit peu plus tard, en 1922, a été créée l'Association française d'expansion et d'échange artistique. Alors, cette association était essentiellement constituée de fonctionnaires de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, en 1945 est créée une véritable direction générale des relations culturelles au ministère. Celle-ci devient en 1956 la Direction générale des affaires culturelles et techniques. En 1969, la Direction générale des relations scientifiques et techniques, puis la Direction générale de la coopération internationale et du développement, avant de devenir la Direction générale de la mondialisation en 2008, sous le ministère de Bernard Kouchner. Alors, cette direction a bénéficié à partir des années 2000 d'opérateurs, donc d'établissements publics qui avaient beaucoup plus de possibilités d'action, qui disposaient de crédits, qui pouvaient financer des missions, etc. Et le premier opérateur a été Culture France, créé en 2006 par la fusion de l'Association française d'action artistique et puis l'Association pour la diffusion de la pensée française. Celle-ci était chargée notamment de la promotion du livre. Alors a succédé à Culture France l'Institut français qui a été créé en 2010 et qui existe toujours. Alors les domaines de compétences de cet institut sont les arts de la scène, les arts visuels, l'architecture, le patrimoine, les arts appliqués et l'ingénierie culturelle. Alors là encore, comme je vous disais, il s'agit de promouvoir la culture française à l'étranger. Mais il y a peut-être des interactions, comme vous le disiez, qui peuvent être intéressantes et ça mériterait aussi d'être observé de plus près. Alors, il y a aussi, je ne sais pas si ça entre vraiment dans le champ de votre étude, l'archéologie. Parce que là, nous avons un secteur archéologie qui est assez bien documenté, avec des rapports annuels des missions financées par le ministère des Affaires étrangères. Et quelles sont les dates extrêmes de ce fonds, par exemple? Alors, mais... Voilà. Donc il faut... Ça remonte à loin, c'est ça que je veux dire. Oui, alors attendez, je vois. Vous voyez, je vous invite à aller voir notre site. Donc c'est la partie 6 de notre état des fonds. Les fonds relatifs à la politique culturelle couvrent la période 1911 à 1944, puis de 1944 à 1980 à peu près. Nous avons le fonds de l'Association française d'action artistique de 1922 à 1982. Alors la difficulté, c'est que ces fonds ont été assez mal versés. Au ministère des Affaires étrangères, il y a une tradition archivistique qui n'existe pas partout ailleurs. En général, il y a des plans de classement et les archives sont relativement bien versées par rapport à d'autres ministères. Mais le secteur culturel n'est pas du tout exemplaire. Justement parce que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des diplomates, qui sont des agents d'autres ministères, qui sont là pour des contrats, pour des missions de courte durée. Et donc nous n'avons pas cette même qualité de travail que dans les autres services. Mais enfin, un certain nombre de fonds sont quand même inventoriés. Évidemment, si vous faites une recherche précise et que vous ne trouvez pas l'inventaire correspondant, vous pouvez toujours interroger les personnes qui sont à la salle de lecture et qui pourront mener une recherche. Voilà, cet aperçu des fonds que je voulais vous présenter. Moi aussi, je suis prête à répondre à vos questions éventuelles. Merci beaucoup. Isabelle Richefort, moi j'avais une première question au sujet des archives diplomatiques. Je me demandais s'il était possible d'étudier l'histoire des revendications et des mobilisations autour du retour des biens culturels, et si on pouvait trouver des archives qui nous permettraient de documenter, depuis les indépendances, les demandes éventuelles de restitution de biens culturels.
Ouais, très certainement, puisque j'imagine que nos ambassades ont été saisies de ces demandes, qu'elles sont bien sûr intervenues, qu'elles ont suivi les dossiers. Donc c'est même tout à fait certain. Alors, je n'ai pas d'exemple. Je voulais voir si nous avions des documents relatifs à cette convention de l'UNESCO de 1970 sur les transferts illicites d'objets d'art. Malheureusement, je n'ai pas trouvé, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il faudra mener des recherches plus approfondies. Et nous avons une direction qui s'occupe des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. Et c'est dans ce fonds qu'il faudrait chercher. Et je pense que nous trouverions des documents sur les négociations de cette convention. Et sur les demandes de restitution, il faut regarder à la fois les archives des directions géographiques compétentes à Paris et les archives rapatriées des ambassades et des consulats. À Nantes. À Nantes. Alors attention, parce que toutes les archives ne sont pas rapatriées, loin de là. Hein. On peut aussi solliciter nos postes diplomatiques. Peut-être je passe la parole au public. Est-ce que vous souhaitez intervenir, poser des questions à nos deux intervenants? Ah, voilà. Lucille Paraponaris, chargée des recherches de provenance au musée de l'Armée. Alors oui, vous avez une partie des fonds qui sont communs. Donc effectivement, au Caron, j'ai trouvé beaucoup plus de choses, hein, encore une fois, qu'aux Anom, mais en fonction de la période. Et puis, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on cherche ce qu'on trouve. Il se trouve qu'à l'époque, ce qui m'intéressait au Caron, c'était une période beaucoup plus récente, donc l'entre-deux-guerres en particulier. Donc voilà. Mais je dirais que l'essentiel, en tout cas, de moi, ce qui m'intéressait, c'est-à-dire l'histoire vraiment ancienne de la conquête et de la pacification, ça, au Caron, vous retrouvez quand même l'essentiel des sources. Et encore une fois, vous les croisez avec celles qui sont déposées à Dakar. Oui, absolument. Ça me paraît tout à fait central parce que j'ai découvert des documents qui n'étaient pas microfilmés ou encore une fois des documents qui sont, alors des photographies qui sont absolument inutilisables. Je vous les ai pas ramenés parce que pour le coup, justement, je n'ai même pas osé les prendre en photo tellement c'était voilà. Mais vous retrouvez les photographies collées sur les rapports manuscrits à Dakar. Et là, vous pouvez trouver des choses intéressantes. Alors c'est vrai que comme ça a été dit précédemment, ces photographies-là, oui, c'est des types ethniques, c'est des paysages, etc. Et puis parfois on a la chance de voir aussi des choses un petit peu plus précises parce que c'est cette question même d'intimité aussi que je trouve intéressante. C'est-à-dire le moment où, en particulier ces officiers, puisque c'est au musée de l'armée, rentrent dans l'intimité même de ces populations africaines, c'est-à-dire pénètrent dans leur intérieur, par exemple. Mais littéralement, c'est-à-dire dans leur histoire, et puis dans leur là où ils vivent, au cœur de la... Alors en face, vous avez toutes les stratégies d'évitement, de mise à distance qui existent, mais par exemple Binger, vous allez retrouver chez lui, le capitaine Binger, vous allez retrouver des photographies qui ne sont pas tout à fait celles dont on parlait. Des photographies beaucoup plus précises qui, à ma connaissance, sont déposées à la Bibliothèque nationale de France, en grande partie, qui vont alimenter en fait son ouvrage et le graveur Rioux. Hein, il y a des très belles gravures de Rioux dans son récit d'exploration. Je suppose qu'une sélection a été faite. L'objectif, c'était quand même de séduire d'éventuels acheteurs qui avaient soif d'exotisme à ce moment-là. Mais on retrouve des choses qui sont des descriptions d'habitat, des photographies qui sont très intéressantes. Et donc toute une production matérielle qui apparaît sous ses yeux. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? Oui, Bénédicte. Au CNRS, mais nous avons des archives. Enfin, dans les ambassades, il y a des SCAC, des services des affaires culturelles, et où nous avons aussi, enfin, ces archives sont rapatriées,
et nous avons aussi des archives d'instituts. Mais on ne peut pas en rapatrier autant qu'on le souhaiterait pour des raisons de place et de moyens pour les traiter. Mais certaines d'entre elles sont particulièrement intéressantes. Oui. À Nantes. Absolument, oui, ça, très certainement. Oui. Oui, alors j'ai eu accès à un certain nombre. Vous avez des choses qui peuvent paraître au premier abord insignifiantes, en tout cas qui étaient jugées insignifiantes par ces officiers eux-mêmes, donc réservées à la famille, la manière dont ils ont été accueillis, ce qu'ils ont mangé, l'endroit où ils logeaient, etc., qui ne figuraient pas dans les rapports de l'époque politique. Et d'ailleurs, on voit un certain mépris parfois pour ces détails. La plume du grand Lévi-Strauss, qui explique que c'est pas forcément les choses les plus intéressantes. Je hais les voyages, vous savez, et puis après on se... Bon. Alors que moi je pense qu'au contraire, que dans la perspective d'une histoire indiciaire, c'est ces détails-là qui comptent. Et donc c'est ceux qui sont réservés aux familles. Et puis ensuite j'en reviens encore à cette idée d'intimité qui est importante, parce que là du coup on reste dans la sphère de l'intimité et on parle de choses parfois assez intimes, de ce qu'on vit sur place. Et l'interaction, le contact, c'est ça. Et il y a, quand je parle d'intimité, il y a la camaraderie, de véritables amis, des vraies amitiés qui naissent à ce moment-là. Et j'ai parlé par exemple des échanges entre Archinard et Bandeba, qui permettent de discuter aussi bien des épouses restées au Soudan que des objets, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et ça figure pas dans les rapports. Chez Binger aussi. Binger, c'est vraiment quelqu'un qui m'intéresse énormément. Il a ramené des objets. Ça figure, à ma connaissance, pas vraiment dans son volume, dans cette somme qu'il a rédigée de 1200 pages, mais par contre, on le retrouve dans ses carnets. Et ces carnets ont été, en partie, de manière très fragmentaire, publiés, et Binger lui-même, à la fin de sa vie, a livré quelques confidences sur ce qu'il a vu sur place, etc. Et ça a été publié dans les années 30, je crois pas qu'il y ait eu de réédition depuis. Donc c'est ce genre aussi d'ouvrage qu'il faut aller voir. Ça a été écrit notamment avec son fils. Donc vous voyez qu'on est toujours dans ce rapport-là. Et Binger ramène des objets et ne garde rien pour lui ou quasiment rien pour lui. C'est ce qui le différencie, je pense, d'un certain nombre d'officiers qui met bien s'entourer des objets, parce que ça, je pense qu'au musée de l'armée, enfin j'ai travaillé aussi pour l'armée de terre, la délégation patrimoine de l'armée de terre, et ce qui paraît complètement évident, c'est la notion religieuse de ces objets, véritablement. C'est-à-dire ce sont des trophées, mais pas seulement des trophées, c'est des reliques aussi. Des reliques qu'on garde près de soi, qui font partie de la vie de celui qui a mené les opérations sur place, d'où certainement une partie des problèmes liés à la restitution et à la façon dont l'institution militaire peut réagir, en tout cas ses membres, face à ces transferts. Je voudrais prolonger un peu cette question des fonds privés de correspondance. Vous avez évoqué tout à l'heure des fonds qui étaient encore en privé. Oui. Mais est-ce que, j'imagine que oui, certaines de ces correspondances sont aussi dans les archives publiques. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser lesquelles ? Alors, vous pouvez en trouver effectivement, mais généralement, en tout cas dans les sources que moi j'ai dépouillées, c'est pas le cas, mais c'est lié aussi à des facteurs institutionnels. C'est-à-dire qu'on parlait là tout à l'heure du ministère des Affaires étrangères et donc des perspectives de relations internationales, diplomatiques, etc. Il y a des objectifs de service, en gros, qui sont là. Et ben là, c'est pareil. Au siège du gouvernement général de l'AOF en 1895-96, on se moque beaucoup des relations que Archinard entretient, par exemple, avec ses 5 ou 6 épouses. Vous voyez ce que je veux dire ? J'exagère un petit peu, mais ça n'a pas d'intérêt à être conservé non plus aux yeux de cette machine administrative et bureaucratique. Or, c'est ça qui a remonté à travers notamment la série G dont on parlait tout à l'heure. Ce sont essentiellement des archives de nature politique et administrative. Mais derrière ça,
je veux dire, il y a les travaux d'Anne-Laura Stoller qui sont extrêmement importants. Elle a montré que les archives les plus arides, les plus administratives, laissaient passer des choses très personnelles aussi. Mais ça, c'est à nous aussi, historiens, d'arriver à les faire parler. Même dans les JMO, on retrouve des choses de cet ordre-là. Hein, l'esprit de camaraderie, etc., la valeur au combat, l'entraide, que sais-je encore. Donc, c'est vraiment ça, quand je parlais d'histoire indiciaire, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et là, ça n'est pas regroupé dans un centre qui... Voilà. Et avec le développement, je vous en termine, de l'histoire des sensibilités, en particulier, c'est lié aussi au renouveau historiographique, au renouvellement historiographique, on aura peut-être l'émergence de nouveaux fonds qui restent encore largement à découvrir. Je peux peut-être apporter un tout petit complément d'information sur les archives privées. Les services d'archives publiques ont également une politique de collecte des archives privées, et notamment, parce que tout le monde conçoit bien que celle-ci présente un intérêt pour l'histoire de l'administration en question. Donc il y a un service d'archives privées, un département des archives privées aux archives nationales, il y en a un, je suppose, au service historique de la défense, et il y a aussi un ensemble d'archives privées aux archives diplomatiques. Donc ce sont des diplomates qui sont conscients eux-mêmes de l'intérêt de leurs papiers privés, de leurs journaux, de leurs correspondances, ou alors leurs descendants qui nous déposent leurs archives, et parfois il y a des photographies qui sont tout à fait passionnantes et pleines d'intérêt. Dans le cadre de ces recherches de provenance, on est souvent amené à rechercher les ayants droit de certaines personnes pour avoir accès à ces archives privées qui sont absolument fondamentales pour documenter l'histoire des collections. Et c'est ce qu'on fait en fait au musée du Quai Branly également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben je clôt la deuxième séance du séminaire Parcours d'objets et merci beaucoup à nos intervenants de nous avoir fait l'honneur de ces passionnantes présentations.